Alors, mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Nous profitons de cette occasion pour vous réitérer notre profonde gratitude pour nous avoir accompagnés tout au long de l'année 2016. Et à l'orée de cette année nouvelle, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et beaucoup de succès à vous tous. Alors cette conférence de presse se tient au moment où, dans notre pays, il apparaît clairement, en tout cas aux yeux des hommes de bonne foi, que le bilan de 1 an du pouvoir du MPP est plus que décevant, car la rupture attendue après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance victorieuse contre le putsch de 2015 avait cela inscrit en bonne et due place. Donc cette rupture-là n'est pas venue. Et mieux, les attentes des Burkinabés sur le plan sécuritaire, social, économique, au plan de la justice, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'impunité des crimes économiques et de sang, de la lutte contre la corruption et la fraude, des questions de santé, d'éducation. Ces attentes-là donc, fortes exprimées, comme nous le disions tantôt, lors de l'insurrection populaire, ces attentes ont été profondément déçues. Par contre, nous avons observé que le pouvoir s'est investi autour de son PNDS. Il s'est investi à un niveau tel que le président du Faso lui-même a dit, répondant aux questions des journalistes, que l'acquis majeur de 2016, c'est le PNDS. Nous voulons ici rappeler que le PNDS n'est qu'une variante donc des programmes d'ajustement structurel qui intervient après l'échec que tout le monde a constaté. Même les auteurs et les défenseurs de la SCAD l'ont reconnu, la SCAD a échoué. Au regard donc de la confiance entre guillemets des bailleurs de fonds que sont les puissances impérialistes et les institutions de financement, on est donc en droit de dire que le PNDS ne prendra pas en compte les préoccupations fondamentales de notre peuple. Bien au contraire, il s'agit de nouveau d'une manœuvre donc de ces puissances et de ces institutions financières pour exploiter et opprimer notre peuple. En somme, si à l'égard des préoccupations fondamentales de notre peuple, le gouvernement donc a démissionné tout au long de l'année 2016, il s'est par contre vraiment déployé pour faire adopter donc le PNDS. Ce qui fait donc dire clairement que l'agenda politique donc du pouvoir du MPP ne coïncide pas avec les préoccupations essentielles donc de notre peuple. Ensuite, l'autre constat, s'agissant donc de l'opposition politique, pour la partie qui se trouve à l'Assemblée nationale, nous avons tous constaté et observé que personne n'a refusé de prendre les tablettes de la société Huawei. C'est la même chose
pour le million, le fameux bonus en fin d'année. Personne n'a refusé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a donné à l'Assemblée, chaque parti politique, donc, a, de notre point de vue, son autonomie et devrait décider en toute âme et conscience. Si, effectivement, ils ont été obligés de remettre les tablettes, ça veut dire que ce n'est pas conforme aux préoccupations des populations. Donc, ça veut dire quoi? Que toutes ces fractions, donc des partis politiques qui étaient à l'Assemblée, ont d'autres préoccupations qui sont absolument étrangères à celles de notre peuple. Quant aux fractions qui ne sont pas à l'Assemblée, nous avons noté qu'elles sont plutôt préoccupées par le concept de réconciliation. Sans dire comment, et nous savons bien que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de justice, il est donc impossible donc de se réconcilier. Ça veut dire au total que toute la classe politique aujourd'hui a d'autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de notre peuple. Selon notre syndicat, c'est justement ce constat amer qui est fait par notre peuple, les travailleurs notamment, qui les contraint à s'organiser et à se battre pour prendre leur destin en main. Et les travailleurs de la santé humaine et animale ne font pas l'exception. C'est pourquoi nous disons que l'ensemble des luttes que nous avons menées durant l'année 2016 s'inscrivent donc dans ce cadre où nous sommes face au mépris et à la démission du pouvoir du MPP, obligés de nous battre pour effectivement faire prendre en compte nos préoccupations en rapport avec donc celles de notre peuple. Nous avons donc mené des luttes en 2016. Quel bilan rapide nous en faisons et quelles sont les perspectives qu'il convient donc de dégager. Alors, mesdames et messieurs, donc les journalistes, après avoir attendu et après avoir été humiliés pendant 5 mois par le dilatoire et le mépris donc du gouvernement, nous avons été obligés d'engager des grèves pour espérer des discussions franches autour de notre plateforme revendicative. En octobre dernier, lorsque nous avions lancé la grève de 48 heures, qui a été bien suivie, cette interpellation, nous espérions, devait nous permettre effectivement de traiter convenablement donc la plateforme revendicative. Mais le pouvoir, comme vous tous vous l'avez suivi, a donc banalisé cette grève-là et ne l'a même pas prise en compte. La preuve est que lorsqu'il était prévu des négociations, eh bien, ces négociations n'étant pas préparées, les autorités ministérielles qui devaient être là pour pouvoir répondre aux questions n'étaient pas là. Et bien sûr, la rencontre a été reportée et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas repris. Ensuite, suite donc à cette lutte-là qui n'a pas permis de résoudre la plateforme, nous avons donc engagé une deuxième lutte de 72 heures, donc dont le but, je rappelle, c'est d'interpeller le gouvernement autour donc de la table de négociation. Alors, fuyant donc ses responsabilités, notamment sur l'organisation des services minimums, le gouvernement a donc pratiquement organisé un lynchage médiatique de notre syndicat, ce que nous avons appelé une campagne anti-Sincha autour de cette question du service minimum, qui est donc la responsabilité régalienne du gouvernement. Comme nous l'avons montré, il n'y a pas effectivement autre personne reconnue par la loi responsable d'organiser le service minimum que le gouvernement. Et nous avons cité donc le décret
116 qui montre à son article 81 que, en cas de grève, c'est le directeur général de l'hôpital qui est chargé d'organiser le service minimum. C'est écrit noir sur blanc. Malheureusement, ou heureusement pour le gouvernement, si on veut parler ainsi, la méconnaissance de cette disposition-là a été utilisée pour intoxiquer l'opinion. Et effectivement, pendant un certain temps, certains ont cru que effectivement nous avions décidé délibérément d'abandonner les malades, ce qui était notamment faux. Ensuite, nous avons noté pendant cette deuxième grève-là, et le gouvernement a écrit au président du mois des centrales syndicales pour nous interpeller sur un certain nombre de questions, parmi lesquelles, bien sûr, celle que je viens d'évoquer, le service minimum, mais il y avait également une question qui tentait à dire que nous, au cours de cette grève-là, on organise des groupes pour empêcher les gens d'aller travailler. Nous avons dit, bon, si le gouvernement a des preuves, une seule nous demandons, il faut nous les produire. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a produit aucune preuve. Nous avons cependant souligné, à moins que des groupes soient organisés par une force occulte que nous ne connaissons pas, pour mettre son sale travail à notre compte, ça ne fait pas partie de nos méthodes. Nous avons donné le taux de participation à notre grève et je ne vois pas comment nous allons avoir la force pour contraindre tout ce monde-là à participer à une grève. Donc ce qui est clair, la justesse qui a été reconnue à notre plateforme revendicative, même par le gouvernement, c'est ça la raison du succès de la lutte. Ce n'est pas autre chose. Et au lieu donc de revenir à de bonnes intentions et de discuter avec le syndicat, non, on se livre donc à ces tentatives d'intimidation et de notre point de vue qui à terme et porte atteinte effectivement au libre exercice du droit de grève. Et par ailleurs, du 15 au 18 décembre 2016, se sont tenus les travaux des états généraux des hôpitaux. Comme vous avez dû suivre, les thématiques qui ont été développées sont en rapport avec effectivement les grandes questions et les grandes préoccupations du secteur de la santé. Mais nous avons estimé que la contribution d'une organisation comme le SINCHA, la grève a montré que dans le secteur de la santé, là, notre voix compte. Vous avez tous suivi que cette grève a paralysé de façon historique les services de santé. Donc, de notre point de vue, pour toute initiative crédible qui doit avoir un impact sur le système de santé, nous pensons que le point de vue des travailleurs est important. Et de ce point de vue, on pense que nous devrons être associés. Et nous ne l'avons pas été, et nous avons estimé que participer dans ces conditions-là, c'était tout simplement faire de la figuration, ce que le SINCHA n'entend pas faire. Et de ce point de vue, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas prendre part donc, à ces états généraux. Alors donc face au mépris, n'est-ce pas, et manifeste que chacun peut constater que le pouvoir a développé depuis à notre encontre. Vous avez également suivi que le Premier ministre, à 2 reprises, le président du Faso, lors donc de son entretien avec la presse le 29 novembre, tout le monde a répété qu'il faut rencontrer les organisations syndicales et discuter de leur plateforme revendicative. Et nous vous affirmons ici, haut et fort, que depuis la fin de notre grève, le 24 novembre 2016, aucune autorité n'a demandé à nous rencontrer. Aucune. Donc, quand nous parlions de mépris en novembre, beaucoup ont pensé que c'était des arguments subjectifs. Aujourd'hui, c'est bien clair qu'il y a du mépris et les travailleurs qui se sont mobilisés donc, lors des luttes précédentes
ne peuvent pas accepter cela. Pourquoi? Parce que les questions et les problèmes autour desquels on se bat sont en rapport avec la question de la prise en charge des patients de ce pays-là. Que ce soit les questions d'infrastructure, des équipements, d'organisation, du personnel, qu'on revienne sur les questions même de la gratuité des soins proclamés par le gouvernement sans préparation et qui aujourd'hui, par cette gouvernance aventuriste-là, donc ne marche pas. Toutes ces questions-là figurent au nombre donc des revendications de notre organisation et nous ne pouvons pas effectivement nous résigner et abandonner le système de santé face à une telle catastrophe. Alors c'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que c'est clair que le gouvernement ne veut pas discuter de bon gré avec nous. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons, disons, qu'un seul choix. Et ce choix, c'est quoi? C'est poursuivre la lutte. Et c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi cette conférence de presse est aussi un appel que nous adressons aussi bien à l'opinion que nous prenons à témoin par rapport au comportement du gouvernement à notre égard. C'est également un appel que nous lançons aux travailleurs de la santé humaine et animale, effectivement, de renforcer la mobilisation parce que nous allons poursuivre la lutte. Et nous allons nous donner les moyens pour que cette plateforme-là soit effectivement discutée avec qui de droit. Alors, le Bureau national, par ma voix, réitère ici à vous tous ces remerciements. Et nous voulons ici également réitérer nos encouragements, nos vœux de santé et de succès à l'ensemble des travailleurs de la santé humaine et animale et les inviter à se mobiliser donc pour faire échec à toutes les tentatives, à toutes les mesures dilatoires qui visent effectivement à nous avoir par l'usure et à déjouer tous ces complots-là pour poursuivre la lutte jusqu'à la victoire. Il invite donc les responsables de structures, notamment les sections, à prendre toutes les dispositions pour participer le 4 février, samedi 4 février prochain, à partir de 8h30 à la Bourse du Travail, ici même, à un conseil de direction que nous avons convoqué pour effectivement dégager les mesures concrètes des perspectives que nous donnons à la suite. Voilà ce que nous avions à vous dire pour commencer. Mobiliser et déterminer, nous vaincrons. Je vous remercie.